les cibles comme les jeunes, les personnes avec TSA et les personnes avec une pathologie psychiatrique grave et chronique. Alors peut-être pour illustrer et parler de schizophrénie, de tabagisme et schizophrénie, d'abord un chiffre, 5% des personnes concernées par la schizophrénie sont fumeuses, ce qui est beaucoup plus que la population générale, et surtout qui ne baisse pas aussi vite que dans la population générale. Les personnes avec une schizophrénie ont aussi une dépendance physique plus forte, c'est-à-dire qu'elles fument plus de cigarettes, elles tirent plus dessus pour en extraire plus de nicotine et fument des cigarettes plus longtemps. Ça c'est important à savoir après pour la prise en charge et notamment pour la prescription des substituts. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la motivation à l'arrêt est équivalente à celle de la population générale et souvent on a tendance à sous-estimer. Et les traitements qui sont efficaces pour la population générale sont aussi efficaces pour les personnes concernées par la schizophrénie. Donc les traitements médicamenteux, comme les substituts nicotiniques, comme la pénicilline par exemple, et les traitements non médicamenteux, l'entretien motivationnel, le repérage précoce et l'intervention brève, les PCC ou encore les amendements. Malgré tout ça, malgré une prévalence élevée, une dépendance physique forte et une motivation à l'arrêt, on leur propose moins de soins et on propose moins d'aide pour l'arrêt. Une autre illustration, ici un article qui parle de la perte d'années d'espérance de vie chez les personnes en fonction du statut tabagique ou pas et du fait d'avoir une comorbidité psychiatrique grave ou pas. Et donc ici dans l'image que vous voyez, en fait on compare avec quelqu'un qui a 40 ans, qui n'est pas fumeur et qui n'a pas de pathologie psychiatrique grave. Et donc si vous regardez tout en haut, vous voyez que quelqu'un qui est à la fois fumeur et avec une comorbidité psychiatrique, il va perdre environ 15 ans d'espérance de vie. Quelqu'un qui a une comorbidité psychiatrique et qui n'a jamais été fumeur, il perdra 5 années d'espérance de vie. Donc il y a un vrai intérêt à proposer ces prises en charge d'aide au sevrage tabagique pour l'espérance de vie, mais pas seulement. Souvent, quand les gens viennent en consultation, au-delà de cette motivation à long terme, il y a aussi une motivation à plus court terme et une motivation importante, en tout cas à discuter avec eux, ça peut être celle de diminuer le traitement psychotrope. Puisque l'arrêt du tabac permet de diminuer jusqu'à un quart la posologie pour nombre de traitements, notamment la clozapine et les benzodiazépines, ce qui est recommandé une semaine après l'arrêt du tabac. Une autre motivation que les gens évoquent souvent, c'est le fait de faire des économies d'argent. Et ça, c'est une motivation à arrêter complètement sa consommation et c'est même une motivation à diminuer. Parce que même si la personne n'est pas dans un objectif d'arrêt, mais déjà de diminution dans un premier temps, elle va tout de suite faire des économies qui sont importantes. Vous voyez, pour un paquet par jour, qui est plutôt une petite, pas une petite consommation, mais on voit souvent des consommations au-delà de ça, on économise 300 € par mois, quasiment 4 000 € par mois. Alors, pour passer à l'expérience qu'on a dans le service depuis maintenant 1 an et demi, une petite diapo de comment les choses se sont mises en place donc depuis janvier 2021. En fait, on a commencé par les consultations tabac et puis petit à petit, en fait, on a enrichi les choses de tout un tas d'autres interventions que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je vais vous les présenter, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de les mettre dans l'ordre du plus simple à mettre en place au plus compliqué. Et peut-être que si c'était à refaire aujourd'hui, on pourrait le faire dans cet ordre-là. On l'a dit tout à l'heure quand on parlait de sexualité, en fait, pour le tabac aussi, à partir du moment où on systématise le repérage, on a beaucoup plus de demandes d'aide à l'arrêt. Et là, comme illustration, je vous ai mis ce qu'on a modifié dans le dossier patient. Alors, dans les observations psychiatriques, les observations du médecin généraliste et les observations infirmières pour mieux repérer les antécédents, enfin mieux repérer le tabagisme, et aussi qu'à l'occasion de ce repérage, on propose tout de suite une intervention.
Donc ça, vous avez une recommandation de la HAS là-dessus qui est très, très simple. En fait, il recommande de poser 4 questions, qui est d'abord, est-ce que vous fumez? Si la personne répond oui, est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer? Est-ce que vous êtes intéressé par une consultation supplémentaire pour prendre le temps d'en discuter? Et est-ce que vous voulez une douche? Donc ça prend quelques minutes à faire et en fait, déjà, ça permet d'instaurer une discussion et puis d'avoir beaucoup plus de demandes de la part des usagers. Et donc vous voyez au-dessus le dossier tel qu'il était avant, donc il y avait juste antécédent addictologique, puis après la personne remplissait selon ce qu'elle avait identifié. Et là maintenant, en fait, les questions de repérage précoce, elles sont directement intégrées dans le dossier, comme ça on peut suivre cette trame-là et les observations sont plus détaillées. Vous avez vu que dans le repérage précoce, on conseille de proposer une information systématiquement. Et donc là, vous avez une photo de notre salle d'attente où on a fait attention à en fait, avoir des brochures qui sont à jour. C'est tout bête, mais il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment le remboursement des substituts nicotiniques. Donc c'est important dans les brochures que vous avez, peut-être vous puissiez vérifier si c'est bien écrit comme ça, parce qu'avant il y avait un certain montant pendant un certain temps, et donc une fois que les gens savent que les substituts sont remboursés, s'ils ont une ordonnance, ils vont plus solliciter ça. Vous voyez aussi au fond une affiche LAVAP, ce qu'il faut savoir, qui est une affiche du RESPAD et qui est pas mal du tout parce que souvent les gens commencent la consultation en disant j'ai vu l'affiche dans la salle d'attente, qu'est-ce que vous en pensez, je me pose la question, je sais pas si c'est dangereux, donc ça peut aussi amener à commencer la discussion comme ça. Et puis la petite affiche verte au milieu, qui est l'affiche du groupe Je ne fume plus, qui est un groupe d'entraide en ligne que je vais vous présenter aussi et qui fait un travail vraiment très intéressant. En fait, c'est un groupe Facebook sur lequel on s'inscrit et qui rassemble un peu plus de 20 000 personnes qui sont soit des anciens fumeurs, soit des gens qui ont pour projet d'arrêter, en tout cas des gens qui se questionnent sur leur consommation de tabac. Et donc, si on est un fumeur et qu'on se pose une question sur je vous ai arrêté, quelles sont les méthodes efficaces, j'ai eu envie de fumer ce soir, qu'est-ce que je peux faire, j'ai une réaction allergique au patch, vous allez avoir des réponses très rapides et 4 heures du jour et de la nuit. Et donc là, la photo, c'est l'intervention d'une des bénévoles de groupe, Madame Lapalisse, qui maintenant participe aux événements qu'on fait régulièrement sur le tabac. Là, c'était une photo à l'occasion de Mois sans tabac, dont je vous parlerai après. Et le fait qu'elle soit là, ça enrichit beaucoup les discussions, puisqu'elle peut à la fois parler de son propre arrêt du tabac et puis parler de son expérience de bénévole sur ce groupe. Elle répond en fait aux gens qui posent des questions. Du coup, pour parler du tabac, une bonne occasion de le faire et une bonne occasion de commencer, c'est Mois sans tabac, qui est une campagne nationale. Vous avez vu les spots à la télé, où l'idée c'est de proposer aux fumeurs de faire l'expérience d'un mois sans tabac. Parce que c'est le moyen d'initier une démarche, et puis on sait que quand on a fait un mois sans tabac, en fait on a plus de chances de poursuivre, même au-delà d'un mois. La difficulté de ces campagnes qui concernent tout le monde, c'est qu'elles parviennent moins à atteindre les personnes avec des comorbidités psychiatriques. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de proposer des actions dédiées dans les soins. Là, vous avez donc l'image de ce qu'on a fait au mois de novembre dernier. Donc, il y avait par exemple un affichage dans le hall. Il y avait un stand que vous voyez en bas où les gens peuvent passer des questionnaires, évaluer leur consommation, avoir des ordonnances pour des substituts, avoir des renseignements. Et puis en bas à droite, le kit, en fait, qui est une enveloppe qu'on commande auprès de Santé publique de France et puis qu'on peut donner aux gens, et avec un petit planning du mois, avec des conseils, des aides et un certain nombre d'outils. Autre chose qui marche bien, c'est le fait d'avoir des vapes ou des cigarettes électroniques qu'on puisse donner directement aux gens.
Donc nous, on le fait via un partenariat avec la Rave du Cœur, qui est une association qui en fait donne des cigarettes électroniques qui étaient des cigarettes du commerce, mais qui sont plus commercialisables parce que assez bonnes, à des établissements de santé. Vous voyez, ça elles sont dans le poste de soins. Et donc vous avez en bas à gauche le modèle en fait qui est la cigarette électronique, et puis tout autour c'est les liquides en fait les consommables qu'on donne aux gens et puis ça sont à changer régulièrement. L'intérêt d'en avoir, c'est qu'on peut donner aux gens plusieurs goûts, plusieurs dosages, et pour qu'ils puissent trouver ce qu'ils apprécient s'ils ont envie d'essayer. Une autre manière de faire, c'est ce que fait l'équipe de Guillaume Régnier à Rennes. Eux, ils ont carrément des cigarettes électroniques qu'ils ont achetées auprès d'un fournisseur. Donc, ils ont choisi un modèle qui répondait à un certain cahier des charges, donc, qui sont des choses faciles à utiliser, qui sont solides, et qui peuvent aussi du coup, donner aux usagers aussi bien en intra qu'en CMP qu'en ambulatoire. Et ils ont des très bons retours là-dessus, et c'est quelque chose qui sont amenés à renouveler. On propose aussi des prises en charge de groupe. Nous, on le fait sous forme de 4 sessions d'1 heure, une fois par semaine pour un mois, avec à chaque fois un sujet un petit peu différent. Donc, par exemple, là, ce que je vous ai mis, c'est un outil qui vient du CRIPS, qui fait plutôt des programmes de prévention à destination des jeunes, qui s'appelle Tire ta clope. On fait ça en groupe. Au milieu de la table, il y a un paquet de cigarettes d'une journée. Donc sur les cigarettes, il y a écrit la cigarette avec le café, la cigarette en attendant, la cigarette en soirée. Et on propose aux gens de réfléchir à est-ce que c'est une cigarette plaisir ou est-ce que c'est une cigarette pour et le fait de faire ça en groupe, d'en discuter, que les gens soient pas d'accord, ça permet de commencer à faire de l'entretien motivationnel, commencer à parler de dépendance physique, dépendance psychologique, dépendance comportementale. Et c'est quelque chose que les gens apprécient. Le fait de le faire en groupe, il y a aussi un bénéfice par rapport à l'individuel. Donc il y a aussi des consultations individuelles, donc qui sont des consultations qu'on fait au même endroit que les autres consultations. Les gens peuvent prendre rendez-vous directement auprès du secrétariat, qui sont envoyés en consultation en hôpital. Et donc là, ça s'adapte à leur demande. En fait, parfois, ça peut être juste une consultation pour faire un point, pour avoir des informations, et puis parfois, c'est carrément débuter un suivi plus ou moins régulier, pour diminuer, pour arrêter. C'est vraiment adapté à la demande de la personne. Et vous voyez sur le bureau un CO-testeur, qui est un outil qui n'est pas indispensable, mais qui est assez intéressant, notamment pour les gens qui veulent diminuer leur consommation. Ça sert à mesurer le monoxyde de carbone expiré, et quand vous réduisez le nombre de cigarettes que vous fumez, assez vite, vous réduisez aussi le monoxyde de carbone dans l'air expiré. Et comme ça permet d'avoir un retour sur les progrès qu'ils font, et donc un vrai encouragement. J'en profite pour vous parler de l'initiative d'une autre équipe, qui est une équipe d'addictologie à Saint-Plan, un hôpital psychiatrique du Pas-de-Calais, où eux, ce qu'ils ont fait, c'est que l'équipe de tabacologie en fait, a formé dans un secteur un infirmier référent tabac par unité. Donc il y a un référent pour la TJ, un référent pour le CLP, un référent pour l'infra. Il leur propose de faire une petite formation tabac de quelques jours au début, puis après de les accompagner sur les projets qu'ils vont mettre en place. L'intérêt de ça, c'est que l'infirmier ou l'infirmière étant quelqu'un qui travaille en psychiatrie, il est au courant des difficultés, puis il peut proposer quelque chose de vraiment adapté. Et puis avoir l'aide de tabacologue s'il y a besoin. La limite, c'est que ça peut faire que du coup tout repose sur les épaules d'une personne. Et si jamais cette personne part, que ça soit pas permis. Une autre initiative dont je voulais vous parler pour finir, qui n'est pas quelque chose qu'on fait encore, mais qui se fait de plus en plus dans les hôpitaux et notamment près d'ici, c'est le fait de devenir lieu de santé sans tabac. En fait, être lieu de santé sans tabac, c'est un engagement de l'ensemble de l'hôpital, des usagers, de la direction, des professionnels, à promouvoir l'arrêt du tabac au sein de l'hôpital. Vous avez un exemple près d'ici aux hospices civils de Lyon, c'est juste à côté.
si vous voulez aller voir, c'est la photo qui est en bas. Et puis je voulais aussi vous parler, c'est un petit peu caché, de Guillaume Rémy à nouveau à Rennes, où eux ils ont choisi de faire un affichage sur les bâtiments que je trouve intéressant. En fait, vous voyez sur la petite affiche avec une fleur, il y a écrit arrêtez de fumer, c'est possible. Et en dessous, c'est les coordonnées de leur service. Et ça, c'est écrit, c'est en projet, c'est pas encore fait, mais l'idée, c'est que ça soit sur tous les bâtiments, que ça soit partout. Au même endroit que vous voyez écrit zone non-fumeur, interdit de fumer. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est de proposer vraiment du soutien, de l'aide, quelque chose de positif, et pas juste une interdiction. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie tous mes collègues qui participent à toutes ces interventions également.